Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Land d'Afrique. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo mode. Nous allons parler de l'histoire et de la carrière de la très célèbre et magnifique Katusha Nyan. Alors, bougez pas, on va faire un bond dans le temps dans la Guinée-Conakry des années 60 pour le début de son histoire. C'est parti! Katusha Nyan est née le 23 octobre 1960 à Conakry, donc en Guinée-Conakry, et c'est la fille du très célèbre écrivain, historien et archéologue Djibril Tamsir Nyan, qui s'est spécialisé dans tout ce qui est la civilisation, tout ce qui est l'histoire de la civilisation mandée, et qui entre autres a écrit l'épopée mandingue qui relate l'histoire de Soundiata Keita. Lui, il a été diplômé de l'université de Bordeaux et il s'est marié avec Aïssatou, donc la mère de Katusha, qui elle aussi a fait ce qu'il a rejoint donc en France et elle a fait ses études aussi là-bas. L'enfance de Katusha n'a rien de spécial, elle a une petite enfance bien heureuse, tranquille, et ses parents ont assez les moyens. Dans les années 60, en plus, la Guinée devient indépendante sous le régime de Sékou Touré, donc ses parents sont décidés à rentrer, ils rentrent en Afrique, tout se passe bien. Et puis un jour, la maman de Katusha lui dit à elle et ses sœurs, bon, on va aller au cinéma voir quatre garçons dans le vent, qui est le film des Beatles, là elles sont toutes contentes, on y va, etc. Et malheureusement, c'était pas vrai, elle l'emmène se faire exciser. Et là, il faut quand même que je fasse une petite pause pour expliquer très rapidement, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce que c'est l'excision. L'Organisation mondiale de la santé regroupe sous le terme de mutilation génitale ou excision toutes les pratiques entraînant une ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme ou des lésions à des fins non médicales. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs formes de mutilation génitale féminine ou excision. On va rester sur excision, comme ça ce sera plus clair dans mes explications parce que c'est assez compliqué. Donc il y a plusieurs formes d'excision et on en a regroupé les plus fréquentes sous trois types. La première, c'est la clitoridectomie, qui est l'ablation partielle ou totale du clitoris. La deuxième, c'est toujours la clitoridectomie, mais là on va enlever les petites lèvres et enlever ou pas les grandes lèvres avec. Et la dernière, qui est pour moi la pire, même si les trois sont vraiment terribles, mais celle-là vraiment c'est la pire parce qu'on va carrément faire rétrécir l'orifice vaginal. On va enlever ou pas le clitoris, les petites lèvres, les grandes lèvres, et on va coudre le tout ensemble. Donc voilà, pour moi, vraiment c'est le pire, mais comme je viens de le dire, elles sont toutes terribles. Donc voilà en gros les trois grands types d'excision qu'on peut rencontrer, mais il y a beaucoup d'autres modèles. Voilà. Et là, pour ceux qui ne connaissent pas cette pratique, et ben, tout le monde doit se demander mais pourquoi les gens ils font ça. Et ben, on a regroupé 4 grandes raisons pour lesquelles les gens pratiquent l'excision. Mais tout d'abord déjà pour le contrôle de la sexualité de la femme, parce que en enlevant par exemple le clitoris tout simplement, et bien on enlève le désir sexuel. Et donc ça permet d'empêcher les femmes de coucher d'avoir des relations sexuelles hors mariage et d'avoir des relations sexuelles adultérines, oui. Et donc ça permet à l'homme de garder la domination sur la sexualité de la femme en fait. Deuxième raison qu'on va avancer souvent, c'est la religion. Alors que déjà bon, l'excision existe bien avant l'apparition des grandes religions monothéistes, à savoir la religion musulmane, la religion chrétienne et la religion juive. Eh bien, ça c'est apparu avant, donc bon, c'est pas tellement une raison en soi, mais et en plus de ça, ça apparaît nulle part dans aucun ouvrage religieux, donc voilà, mais c'est souvent avancé comme raison et c'est pratiqué dans tout type de religion, dans les religions chrétiennes, dans les religions musulmanes et dans les religions animistes. Donc voilà. Ensuite, la troisième raison, c'est tout simplement par des croyances plus ou moins fondées, enfin qui sont d'ailleurs pas fondées du coup. On va dire que c'est pour l'hygiène. Que ça rend une femme plus attrayante, plus belle, le fait de pas avoir
tous ces organes qu'on considère masculins, parce qu'on considère le clitoris comme masculin parce que il y a une espèce de gland au bout. Donc on estime que c'est masculin. Donc ça la rend plus féconde, apparemment. Donc tout ça, c'est des petites croyances qui ont été perpétuées. Et donc ça nous amène à la quatrième raison qui est justement la perpétuité des croyances. Donc c'est plus par souci de préserver une identité culturelle. Donc c'est une tradition, donc bon, on continue de le faire. Et là, c'est plutôt le cas de Katusha parce que, comme je vous ai expliqué au début, ses parents, ils ont fait des longues études. Son père, il est instruit, il a été instruit en France, donc ça veut dire qu'il a une certaine culture. Sa maman aussi. Ça veut pas dire que la culture africaine, elle est arriérée, mais c'est une culture différente. En France, c'est impossible qu'on lui ait dit que... Et puis, il a dû comprendre au fil de ses études que c'était pas tellement utile d'exciser ses enfants. Mais voilà. Ses parents, je pense que c'était par souci de préserver une identité culturelle, en particulier pour les gens qui ont immigré. Donc, ça leur permet de garder des traditions, etc. Et pour ne pas être exclus aussi de la société, pour pouvoir marier leur fille, etc. Eh bien, il y en a qui le font. Et là, la maman, pour revenir au cas de Katusha, la maman de Katusha l'a fait faire avant qu'on le fasse, parce qu'on commençait à lui mettre la pression en disant, mais ta fille, voilà, elle n'est pas en norme. Donc, qu'est-ce que tu attends pour pouvoir, l'exciser? Donc, la faire exciser. Donc, c'est pour ça que à l'âge de 9 ans, elle a été faite, parce que sa mère voulait que ce soit fait dans des conditions médicales, plutôt que quelque part dans une cave avec un truc qui est pas stérile, etc. Elle a pris les devants en le faisant dans des conditions plus saines, quoi. Et voilà pour pour l'explication, pardon, de l'excision. J'espère que j'ai été claire quand même. On peut repasser à l'histoire de Katusha. Malheureusement, bientôt, le régime de Sékou Touré commence à faire des siennes et se transformer un petit peu en dictature. Et comme dans toutes les révolutions, quand un régime commence à se transformer un petit peu en dictature, et ben les premières personnes qu'on attaque sont les personnes intellectuelles, donc les personnes un peu hautes, qui ont l'esprit un peu ouvert. Et comme je vous ai dit, donc en Guinée, le père de Katusha, il est recteur à l'université, et là il commence à sentir une certaine pression, il commence à voir des ombres passer devant chez eux, etc., des contrôles par-ci par-là. Donc ils vont décider de s'expatrier, mais comme ils sont nombreux, ils peuvent pas partir tous ensemble, ils vont partir petit à petit. Donc un jour, bien sûr, Katusha va pas être dans la confidence, donc ça fait encore un traumatisme en plus, parce qu'elle va voir une tante débarquer qui va dire oui, on va aller voir un match de foot, etc. Elle est enfant, elle comprend pas. Et puis elle part avec sa mère et sa tante prend sa main et puis elle se barre avec, quoi, pas d'au revoir, rien du tout. Et elle se retrouve au Mali chez son oncle. Donc encore un traumatisme en plus, en dehors du fait qu'elle a été excisée, pardon, je vais y arriver. Et en plus de ça, d'un coup, on lui arrache ses parents, sa famille, etc. Et en plus, elle va être abusée sexuellement chez son oncle. À l'âge de 12 ans, ses parents vont revenir, ils vont être à nouveau réunis et ils vont s'expatrier à Dakar. Et là, l'adolescence de Katusha, elle va être quand même assez mouvementée parce qu'elle est devenue, comme vous pouvez l'imaginer, très rebelle. Elle est en plus physiquement très différente des autres. Comme vous savez, en Afrique, ce qui est valorisé, c'est tout ce qui est forme, les fesses, les seins, etc. Et elle est toute mince, grande, elle n'a pas de forme et elle est très très intéressée, non pas par l'école, pas du tout, par la mode. Donc elle est déjà très avant-gardiste, elle regarde tout ce qui est mode française. Elle commence déjà à faire des photos et tout, ce qui plaît pas du tout à son père. Elle passe son temps à fuguer et son père passe son temps à aller chercher la police pour la ramener à la maison. Et à l'âge de 17 ans, elle va tomber enceinte. Et donc, comme elle est enceinte, on va lui dire de se marier avec l'homme avec qui elle a fait cet enfant. Et donc, elle va être mariée de force à cet homme qu'elle n'aime pas ou qu'elle n'aime plus. Elle, son rêve, c'était Paris. Elle veut défiler, elle veut faire des photos, etc. Donc, elle avait rien à faire. Elle, c'était ce qui était dans sa tête. Et comme je vous ai dit, elle était très rebelle, très têtue. Donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va s'enfuir. Elle va laisser sa fille à Dakar et elle va s'enfuir avec son amoureux. Donc, pas celui avec qui elle était mariée, mais un autre, à Paris. Donc c'est comme ça que dans les années 80, Katusha débarque à Paris, plein de rêves, pour faire du mannequinat. Et alors, sa première expérience, elle va la faire chez Lanvin, qui va l'embaucher comme mannequin cabine. Mannequin cabine, c'est-à-dire c'est un mannequin
sur lequel on fait directement la robe. En fait, elle s'arrête, elle pose et puis on coud la robe sur elle en fait. On la fait sur elle. Donc voilà, au départ, elle est contente et tout. Elle se dit, bah c'est super, elle gagne en plus pas mal. Elle s'installe avec son copain de l'époque et tout. Et puis au bout d'un moment, elle se rend compte dans le milieu que mannequin cabine, bah c'est pas si prestigieux que ça, que pour être au top du top, il faut défiler. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'elle arrive au moment où Black is Beautiful, c'est un peu la période où les mannequins noirs commencent à arriver sur les podiums. Donc elle surfe sur cette vague et elle est embauchée chez Thierry Mugler, qui lui donne sa première chance en tant que mannequin pour défiler. Et donc, après ce défilé pour Thierry Mugler, là, vraiment, ça va être un tremplin pour sa carrière parce que là, elle va être demandée de partout. Ils ont tous remarqué sa démarche qui est vraiment très spéciale, sa longue silhouette mince qui peut se glisser dans toutes sortes d'habits, toutes sortes de vêtements. Elle met tout en valeur. Elle a un petit cou fin, visage fin, etc. Elle est très belle. Elle a un beau visage déjà de base. Et vraiment, elle va défiler pour toutes les marques de la mode à l'époque et qui sont toujours des grandes marques de nos jours, puisque c'est pour, par exemple, Christian Lacroix, il y a Dior, Paco Rabanne, Chanel. Elle va défiler vraiment pour des grandes marques et là, elle va devenir l'égérie vraiment à son apogée. Elle va devenir l'égérie de Yves Saint Laurent et elle va succéder à Rebecca Ayoko qui était aussi un mannequin noir et qui était juste avant elle l'égérie de Yves Saint Laurent. Et elle va devenir très amie avec Yves Saint Laurent d'ailleurs. Et ça va lui permettre donc d'avoir une carrière très internationale et d'être vraiment connue partout dans le monde. En 2005, elle participe au concours Eben Top Model, ce qui permet quand même de combiner ses deux passions qui sont l'Afrique et la mode. Et ça lui permet non seulement de lancer des mannequins d'origine africaine, mais aussi pour donner aux jeunes filles noires et métisses un enseignement et une chance d'embrasser la carrière de top modèle avec des professionnels de métier. C'est ce qu'elle a dit, hein, donc je mets des guillemets. En 2007, elle publie son autobiographie qui s'appelle Dans ma chair et qui revient sur son histoire et surtout sur son excision et sur le traumatisme psychologique et physique que ça a engendré. Et voilà, elle raconte vraiment comment elle s'est sentie. D'ailleurs, je l'ai là. Le voilà. Vous pouvez la voir sur Amazon ou encore sur à la Fnac, enfin un peu partout. Vous pouvez la voir en occasion ou neuf comme moi, parce que moi je préfère acheter mes livres neufs parce que vu comment je les trimballe de sac en sac à chaque fois, et ben ils finissent vite par s'abîmer. Donc si j'achète un qui est déjà usé, à la fin on va pas s'en sortir. Donc voilà. Mais il est très bien raconté, il se lit très vite et voilà. À partir de là, elle va devenir vraiment l'ambassadrice de la lutte contre l'excision et elle va créer une association qui s'appelle KPLCE, donc Katusha pour la lutte contre l'excision, et qui a pour objectif de lutter contre l'excision, convaincre les gens que c'est pas une bonne pratique. Et là, elle va aller elle-même sur le terrain, c'est-à-dire qu'elle va partir au Sénégal, en Guinée, parcourir les villages, vraiment les contrées les plus lointaines, reculées et tout, pour convaincre les gens que c'est pas une bonne pratique. Et ça va quand même pas mal marcher puisqu'il y a bon nombre d'exciseuses qui vont abandonner cette activité, elles vont être convaincues, etc. Donc quand même, elle a mené un très bon combat. Dans la nuit du 31 janvier au 1er février 2008, Katusha, elle va en soirée avec ses amis et on dit que quand même c'était une soirée qui était pas mal arrosée. Donc ses amis vont la raccompagner comme on fait souvent, voilà, comme t'as un peu bu, on va te raccompagner devant chez toi, nous on est en groupe, toi t'es toute seule, on va te raccompagner. Donc il la raccompagne devant chez elle. Bon, il faut savoir qu'elle vivait dans une péniche. La péniche, elle s'appelait la grande vitesse ou la petite vitesse, je sais plus, un des deux. Et donc elle vit avec son compagnon dans cette péniche-là. Et ses amis donc la raccompagnent devant la dite péniche. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que en fait, elle vit pas sur la péniche devant laquelle ils l'ont laissée. Elle vit sur une péniche qui est amarrée juste à côté. Donc pour pouvoir traverser, pour pouvoir accéder à sa péniche là où elle habite, eh bien il faut qu'elle enjambe ce qu'on appelle le bastingage qui sépare les deux péniches. Donc c'est un petit truc à enjamber. Et entre les deux, c'est de l'eau quoi. Et donc, il la laisse, bon, rentre bien, etc. Et donc, elle va devoir rentrer toute seule en enjambant donc la première péniche pour accéder, comme je vous ai dit, à la deuxième péniche. Le tout en robe courte, sous la pluie, en ayant bu quelques verres. En talons, j'ai oublié de préciser.
Donc voilà, elle va disparaître comme ça. La seule chose qu'on va trouver sur la péniche, c'est son sac avec ses cartes de crédit, son portable, son sac à main, etc. Après des recherches intensives, donc elle va être retrouvée une vingtaine de jours plus tard, le 28 février, dans la Seine, au niveau du pont Garigliano. Et après autopsie, on se rend compte que le corps est intact. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune trace de violence, elle n'a pas été violée, il n'y a pas de traumatisme, il n'y a rien. Ce qu'on sait, c'est que elle a bu, donc effectivement, avec l'autopsie, se rend compte qu'elle était quand même pas mal éméchée. Et, pardon. Et donc, ils vont conclure à une noyade accidentelle par submersion rapide. C'est-à-dire que, comme en plus elle savait pas nager, elle est tombée dans l'eau et qu'elle s'est noyée directement, quoi. Sans vraiment l'alcool aidant, sans vraiment se débattre et tout. Elle s'est noyée rapidement, quoi. Et la famille, face à ces conclusions, elle va pas être d'accord. Elle va porter plainte contre X pour homicide involontaire. Pour ça, ils vont s'appuyer sur 3 points. Déjà, le premier point, c'est que ils vont, comme je vous ai dit, ils ont retrouvé son sac. Ils ont retrouvé son sac avec ses affaires, ses cartes de crédit, son chéquier, tout, son téléphone. Mais le sac va être sec. Ils vont le retrouver tout sec, alors que, comme je vous l'ai dit, il était censé pleuvoir ce jour-là. Donc, comment c'est possible que elle ait posé son sac pour pouvoir passer sur la péniche et qu'on ait retrouvé le sac sec? Donc, voilà, première question. La deuxième raison pour laquelle ils vont se poser des questions, c'est qu'elle était en cours de séparation avec son compagnon du moment et ils avaient beaucoup de biens en commun au Sénégal et en France aussi, et dont un restaurant qui marchait très très bien au Sénégal. Donc ils se sont dit oui, peut-être qu'il voulait pas lâcher tout ça et que il l'a tué ou fait tuer. Mais lui, il va être interrogé. Il était dans les Pyrénées-Atlantiques à ce moment-là. Donc, bon, il va être innocenté très rapidement. Et la troisième raison, c'est que, donc, elle serait tombée au niveau du pont Alexandre III et elle a été retrouvée au niveau du pont Garigliano. Donc, elle a quand même son corps a quand même fait du chemin, et on va rien retrouver sur son corps, c'est-à-dire qu'il va être intact. Il n'y a pas de traces que son corps aurait cogné, je sais pas, des parois ou des trucs, enfin, voilà, quand un corps se déplace dans l'eau, quand même, il se déplace pas comme ça. Je veux dire, dans l'eau, il y a des choses, il y a des trucs, tu vas te heurter à des choses et tout. Mais là, non, il y avait rien. Donc, c'est tout ça qui fait que la famille va porter plainte. Mais malheureusement, ça va être classé sans suite puisque je pense que l'enquête a été fermée, même à l'heure actuelle, parce qu'on n'en parle plus. Ces interrogations vont rester comme ça et elle va être enterrée, etc. Donc, sa fille, pour la petite anecdote, elle a défilé il n'y a pas très longtemps, sa fille Eden, et donc elle suit les traces de sa mère, elle est tout aussi jolie qu'elle. Et donc voilà, Katusha est décédée, excusez-moi, à l'âge de 47 ans, elle est encore bien jeune, elle a poursuivi son combat jusqu'au bout. Voilà, voilà. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez quelles sont vos théories concernant sa mort. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'elle? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de son combat? Est-ce que vous connaissiez l'excision et tout? Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à commenter et à vous abonner. En attendant, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. À la semaine prochaine.